Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue dans cette série de vidéos que réalise notre sœur Carwen Gwen avec bien du talent et je l'en remercie. Alors, un sujet, que l'on retrouve assez souvent, c'est celui du néo-druidisme. Alors déjà, rien que le terme, pour moi, est assez curieux et n'a pas vraiment de sens parce que cela supposerait que cet état de druidité est quelque chose de nouveau, de totalement neuf, n'ayant jamais existé peut-être, ou en tout cas, c'est une notion que je trouve déplacée. L'Awen souffle, le souffle inspirant de l'Awen, souffle depuis qu'il est souffle, depuis le souffle des origines, quelle que soit l'histoire des hommes et des femmes et de notre humanité, il a toujours été présent et il sera toujours présent, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire. Voilà. Néo, donc je ne crois pas, je pense que c'est un état permanent. La nature et l'univers sont aussi à la fois dans une permanence, mais aussi dans un champ d'évolution. Mais en tout cas, c'est une présence constante et aussi un enseignement constant, quelle que soit l'époque où nous vivons. Et ce qui a généré, dans un temps historique précis, une conception, une croyance, une théologie, des pratiques religieuses, une spiritualité, une philosophie, tout cela émane directement de cette observation de l'univers, de la nature, du cycle des saisons, et de la vie et de la manifestation et des expressions même de tout ce vivant en tous les règnes. Alors, oui, je ne comprends pas très bien la nécessité de cette formulation de néo-druidisme. Et puis, druidisme, étymologiquement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de source, ça n'a pas de racine en tant que tel. Vous le savez, je fais état simplement de la notion de druidité, qui est une façon d'être, de s'incarner dans le vivant du vivant et de ce monde. Et c'est quelque chose que je préfère vraiment, et de très loin, à cette qualification de néo-druidisme. Les ismes, en général, d'ailleurs, c'est très étroit, c'est compliqué pour le passage. En tout cas, pour moi, voilà, cette tradition celto-druidique, je préfère l'appeler ainsi, et l'état de druidité qui nous rattache à cela, c'est pour moi d'une beaucoup plus grande évidence à tout point de vue. Maintenant, on peut reprendre à une période en tout cas de l'histoire, ce que l'on appelle un renouveau, une résurgence de cet état de druidité ou de cette démarche druidisante à partir effectivement du XVe siècle, où on va avoir déjà quelques personnages qui vont redécouvrir en quelque sorte, mais un état préexistant qui est un héritage, un patrimoine, qui est celui de cette civilisation et de tout ce qu'elle a produit et mis en œuvre en termes de spiritualité, de philosophie, d'humanité, de culture, etc. Et donc, on a effectivement, après une période où les choses ont été assez somnolentes d'une certaine façon, mais parce que, rappelons-le, cette tradition a fait l'objet quand même, pendant une longue période, d'un désir manifesté par à la fois la civilisation romaine, mais par la suite aussi par le christianisme, d'éradiquer totalement son existence. Donc on comprend que ça ne pouvait pas se manifester au grand jour pendant toutes ces périodes-là, mais que, encore une fois, l'esprit de la tradition, à travers l'Awen aussi, de celle-ci, a perpétué et continue d'ailleurs de souffler, voilà, et de nous inspirer
pour autant qu'on ouvre notre cœur à cette visitation. Donc, on a cette résurgence en 1717 avec John Toland, ce livre penseur, et ces érudits vont redévelopper à partir de là toute une approche, toute une recherche dans l'Antiquité même de cette sagesse et de ce qu'elle est de nature et ce qu'elle est susceptible de leur apporter à l'époque qui est la leur. Et tout ça après va continuer de se propager, comme on l'avait vu dans une autre émission, à travers la France, à travers l'Europe et au-delà de l'Europe aujourd'hui. Ce dont on peut parler aussi, c'est de ce qu'on a appelé la celtomania. Alors là, on est à peu près 18e siècle, fin 18e siècle, début 19e. D'autres érudits, effectivement, on commence à parler davantage de nos ancêtres, les Gaulois, qui vivaient dans des huttes, au fond des bois reculés, comme des sauvages, a priori, sans civilisation, tu vois, des paysans, mais des paysans presque au sens péjoratif du terme. Et ces Gaulois, tout d'un coup, ils prennent une valeur qu'ils n'avaient pas. Et on va beaucoup, effectivement, parler de nos ancêtres, les Gaulois. On en parlera mal parce qu'on les connaît mal, et les images d'Épinal ne vont pas manquer de s'accumuler. Mais c'est aussi le fait que cette tradition est tout d'un coup revisitée aussi par le monde politique. De même qu'en Angleterre, à une époque, les Plantagenets vont s'appuyer sur, disons, les récits arthuriens pour justifier d'une très longue et glorieuse lignée. Voilà. Et ben, c'est Napoléon III qui lui aussi va se servir de la tradition, politiquement parlant en tout cas, comme les révolutionnaires vont pour contrecarrer la noblesse, faire l'éloge du peuple gaulois. Vous voyez que tout ça, c'est des peut-être récupérations idéologiques, mais bon, elles ont en tout cas existé. Et ce qu'il ressort de la celtomania, c'est que on va mettre du gaulois à toutes les sauces de cette époque-là, et on va beaucoup, surtout, fantasmer. On va faire croire que nos ancêtres, les Gaulois, sont notamment les constructeurs de tous les mégalithes, et que, qui plus est, sur ces mégalithes, ils font des sacrifices sanglants. Voilà, donc ce sont encore d'autres images d'Épinal, mais qui auront la vie dure et qui seront même propagées dans les livres scolaires à l'époque où on faisait encore état de la civilisation celtique, ce qu'on ne fait même plus aujourd'hui. Donc, la celtomania, elle touchait tous les domaines de l'expression, c'est-à-dire la littérature, la poésie, mais aussi le chant, la musique. On la retrouve dans tous les domaines d'expression, de l'art aussi, mais avec, encore une fois, excès et position extrême, et totalement fausse d'ailleurs pour la plupart du temps. Donc c'est une mode, c'est une vogue qui va déferler pendant quelque temps encore et qui va propager effectivement tout un ensemble à la fois de fantasmes et d'illusions sur la réalité de notre tradition. Bon, les choses se sont bien modifiées heureusement depuis, où l'état des études, des recherches, avec d'éminents chercheurs d'ailleurs pendant plus d'un siècle et demi, ont permis de redonner à la tradition son réel visage, celui que l'on peut mieux appréhender aujourd'hui avec plus de clarté et qui sonne davantage juste que ce qui était propagé à ces époques. Alors gardons-nous effectivement d'excès aussi dans ce domaine. Nous avons une quête de réalité et de vérité à effectuer, et nous avons à donner une image de notre tradition à travers ce que nous incarnons de celle-ci, qui soit une image la plus réaliste
possible, mais la plus exacte aussi possible. Et nous avons encore bien de l'ouvrage à réaliser dans ce domaine, et nous avons encore bien des études à mener pour clarifier et percevoir d'une façon plus fine encore ce que nos ancêtres ont pu être à leur époque, et surtout quel est ce qu'ils nous ont transmis d'héritage et de patrimoine qui aujourd'hui peut nous aider à animer notre vie.